Good afternoon, everyone. Bonjour et bon après-midi. My name is George Bach. Je m'appelle Georges Bach. Je suis un conseiller en art numérique et je serai le modérateur aujourd'hui de notre panel. Je vais vous les présenter brièvement. Donc, à ma gauche, j'ai Michael Reich, donc est un artiste et photographe allemand. Donc, elle travaille avec divers médias comme le scanning et numérique, et l'intelligence artificielle. Il est également professeur de photographie des médias numériques à Bonn Alter en Allemagne et il est le fondateur du projet DarkTaxa dont il va nous parler sous peu. Nous avons également Olivier Halsman-Rosenberg, qui est un artiste pluridisciplinaire, écrivain, conservateur. Il gère également la succession, le patrimoine de son grand-père, le photographe Philippe Halsman. Son travail a fait l'objet de critiques dans le New York Times et Parquet. Et à ma gauche, Aaron Huey, donc, qui est un photographe du National Geographic. Il a effectué plus de 30 reportages pour le magazine National Geographic et son projet, donc, le plus récent, est l'investigation donc, sur les métavers qui sera éventuellement et également donc un reportage pour National Geographic. Donc, ces œuvres sont dans le musée des arts numériques. Et avant de entamer, donc, nous allons vous donner le temps donc de présenter vos projets. Et on va démarrer avec Michael, qui va nous parler de son projet fascinant, donc DarkTaxa. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais parler un peu de mon travail, mais pour l'instant, oui, voilà, je vais vous parler du projet DarkTaxa. Donc, notre site web, darktaxa.net. Donc, c'est un projet donc, géré par les artistes qui a débuté en 2019, qui réunit des artistes qui travaillent sur les interfaces ou l'interface entre la photographie et des techniques numériques d'image. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce que je veux dire exactement par là. Donc, il y a des œuvres donc, des débuts des années 2000. Il y a également des artistes plus jeunes, des artistes moins expérimentés. Nous organisons des expositions. Voilà, il y a tous les noms sur mes diapositives. Sinon, vous pouvez faire une capture d'écran. Sinon, tous les noms sont sur notre site web. Voilà. Déjà, le nom DarkTaxa. Je vais essayer d'expliquer ce que cela veut dire, DarkTaxa, pour la photographie. Et je vais vous donner 3 ou 4 exemples de photographes qui y travaillent. Donc, toutes ces œuvres sont basées sur la photographie. Parfois, c'est de la photographie pure, mais moi, je dirais plutôt basée sur la photographie, mais toujours expérimentale et des œuvres qui poussent la photographie à ses limites.
Ici, par exemple, il s'agit d'une photographie classique d'Anna Ridler. Donc, elle a utilisé l'algorithme GAN qui a produit ces images. Donc, elle fait des photos. Donc, elle a photographié 1000 tulipes. Elle a pris ces images donc, pour créer donc, une base de données pour le GAN, donc à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, le GAN produit ce genre d'images et ces itérations d'images, voilà, elle les a mises en scène en fait dans un vidéo. Et le mouvement de ces tulipes sont pilotés par l'intelligence artificielle et par la hausse et la baisse, voilà, du Bitcoin. Donc, la crypto-monnaie. Donc voilà, si on examine de plus près le travail, voilà, on comprend que l'artiste établit un parallèle entre cette manie hollandaise des tulipes du XVIIe siècle et la folie médiatique de la crypto-monnaie. Donc, quelles sont ces images, par exemple, pour un photographe qui viennent de la photographie pure et dure? Moi, je dirais que le GAN génère des images qui ressemblent à des photographies, mais qui sont basées sur des modèles de vision photographique, comme la perspective centrale, le réalisme. Mais ces images sont en fait quelque chose de totalement différent. Donc, moi, je les qualifierais de fiction IA, donc intelligence artificielle. Donc, les aspects photographiques sont intégrés à différents degrés. Moi, je dirais que notre œil, en fait, fait ce que fait le Dark Taxa. Voilà, j'ai une liste de terminologie. Donc, post-photographie, vous avez certainement entendu ce terme. Moi, j'aime bien donc l'image générée de façon photogénique. Voilà. Vous êtes libre de choisir un de ces termes. Il y a toute une panoplie de termes qui pourraient s'appliquer à ce travail. Ensuite, voilà, une œuvre de Beate Gutschow. Elle est photographe et professeure de photographie en Allemagne. Elle travaille avec la photogrammétrie et Photoshop pour créer ces images qui ressemblent à des photos avec une perspective parallèle au lieu d'une perspective centrale photographique proprement dit. Ensuite, Raphaël Bronk, un artiste, jeune artiste, c'est une œuvre de 2016. Donc, Raphaël Bronk a programmé donc un code qui lui permet de pirater des jeux informatiques et d'accéder à des endroits qui sont normalement inaccessibles aux utilisateurs. Et voilà, il s'agit d'un piratage et d'une expansion de la photographie dans l'espace virtuel. Ensuite, une œuvre de Achim Monet, une vidéo. Donc voilà, on le voit, il est dans le public. Donc, si vous avez des questions pour lui, vous pourrez lui les poser tout à l'heure. Donc, Achim s'attaque aux infrastructures numériques. Il utilise les satellites Google Earth comme outil et il infiltre le système Google avec de grandes images ou des phrases écrites ou posées sur le sol pour être photographiées et distribuées par Google Earth, par le satellite. Ici, l'image d'Edward Snowden, donc pour son projet. Ensuite, le travail de Philippe Goldbach, donc, qui est ici présent également. Donc, son travail peut être vu sur la foire à à la galerie 7 arrêts X. Ensuite, l'œuvre de David Young.
donc qui est peut-être loin de la photographie, mais ce sont des NFT, des jetons non fongibles. On a un petit problème de micro. L'interprète est navré. Oui, maintenant, on l'entend bien. Donc, David Young travaille avec l'informatique quantique. Et je pense que ces œuvres sont tout à fait pertinentes à notre conversation aujourd'hui. Donc, il fait le lien avec le pronostic du MIT, donc que l'informatique quantique dans 10 ou 15 ans pourrait être la fin d'Internet et de blockchain, car ces ordinateurs quantiques seront tellement rapides et leur pouvoir de calcul sera tellement immense que voilà qu'ils vont pouvoir rendre caduque donc l'utilisation d'Internet ou de blockchain. Voici un autre dessin, une autre image générée par l'informatique quantique. Moi donc j'ai 2 minutes à vous présenter ces œuvres dans le contexte du Dark Taxa. C'est très conceptuel, mais je vais essayer de l'expliquer au mieux. Donc ce projet est un projet qui est en cours, qui a débuté en 2010. Donc, j'ai commencé avec quelque chose qu'on ne photographierait pas forcément, comme cette table, mais j'ai utilisé un outil et j'ai créé des interférences. Donc, vous voyez côté gauche. Et ces choses, l'objet que vous croyez voir, je l'ai matérialisé, je l'ai transformé en objet matériel, imprimé en 3D. Et ensuite, j'ai photographié ces objets. Donc, ce que vous voyez là, côté droite, donc vous voyez l'objet imprimé et photographié, encadré. Ensuite, côté gauche, donc vous voyez donc l'illusion d'optique et à droite, vous voyez l'objet imprimé et photographié. Donc l'objet existe car imprimé, mais en même temps n'existe pas car cet objet est né de l'imagination ou né d'une illusion d'optique. Ensuite, voilà, on poursuit ce processus génératif. Ici, une vidéo donc du processus. Donc, j'ai photographié ces objets en 3D, imprimés en 3D. Ensuite, j'ai utilisé donc l'intelligence artificielle. Voilà, la réalité augmentée, le scannage, le processus d'enregistrement. Là, vous que propose l'intelligence artificielle. Ensuite, je transfère un ordinateur en tant qu'objet en 3D. Et en bas, donc là, vous voyez l'objet imprimé en 3D. Donc, je vais un peu vite. Donc, je vous invite de me poser des questions tout à l'heure, après le panel. Ensuite, voilà, on passe au scannage en 3D, l'enregistrement du rendu. Parfois, je travaille avec des œuvres matérielles. Ceci est un processus génératif. Normalement, la photographie est un processus d'enregistrement. Mais ce travail est un travail évolutif et on a différentes générations qui se développent les unes à partir des autres. Donc j'ai commencé en ne sachant pas où ça allait en venir finalement. Donc j'essaie d'éteindre donc la photographie vraiment à ses limites, de tirer la photographie vers ses limites. Mais je comprends que voilà, c'est une façon de revoir la photographie, tout simplement. Donc là, l'année dernière, vous pouvez voir donc au Photomuseum une image. Donc j'ai
établi une liste qui est certainement incomplète des outils numériques qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, je pense que le projet d'Artaxa a été établi pour s'approprier des nouveaux outils et de comprendre leur potentiel et les possibilités. Mais je pense qu'il faut aussi examiner et avoir un regard critique sur ces outils, car il faut garder à l'esprit la dimension politique, la surveillance par caméra, la photographie machinale, les questions d'intelligence artificielle et de partialité en matière de racisme. Donc les outils numériques sont au cœur même de ce phénomène. Et pour terminer, je vais vous montrer donc des œuvres collectives, quelques ouvrages collectifs. Par exemple, il n'y a pas de manifeste. On ne l'entend pas bien. J'en suis désolé. Vous allez pouvoir le voir sur notre site web la semaine prochaine. Ensuite, voilà, il y a la No Publication. Donc, 1000 pages qui ont été générées. Utakop est ici présent, donc qui a conçu ce livre pour nous. Voilà, dans le public. Donc voilà, il y a toute une panoplie de choses. C'est très théorique. Il y a un peu il y a de l'art là-dedans, mais il y a aussi, c'est un peu trash, mais voilà, un peu trash, mais voilà, c'est un concept. Voilà, il y a la caméra d'Artaxa. Donc, on a construit une caméra qui prend des 0 et des 1 au lieu des JPEG. Et c'est une extension de notre publication. Voilà, ça c'est à Düsseldorf, en Allemagne. Nous avons établi ça avec des pages de No Publication. Donc, on a collaboré avec l'artiste. Si vous prenez une photo avec la caméra, voilà, il va exécuter donc tous les 0 et tous les 1 et la photo va être exécutée pendant 2 semaines. Voici notre groupe dans une réunion Zoom. Et voilà tous les noms des artistes. Et si vous souhaitez donc publier des photos par exemple prises avec votre smartphone, notre site web est ici une annonce. Donc je serai commissaire donc d'une expo avec beaucoup d'autres artistes, des artistes assez connus et expérimentés. Et cela aura lieu à Bonn à partir de 2023. Donc, merci beaucoup. Merci, Michael. C'est très, très intéressant. Donc, je passe la parole à Oliver. Bonjour. Bonjour. Donc, merci beaucoup. Voilà, de cette introduction qui est vraiment une base pour nous. Donc, je vais vous parler des intersections et de mon travail depuis les 20 dernières années. Et en tant qu'artiste, je dirais que je suis intéressé par la technologie en tant qu'outil, tout comme les artistes utilisent des pinceaux ou des caméras. Donc, il y a plus un côté humain. C'est moins le côté technique, mais c'est l'utilisation de la technologie pour explorer des idées. Okay.
Cette œuvre est de 2004. On a mis cet ordinateur sur la rue avant que Skype n'existe vraiment. On avait c'est la couverture du catalogue donc dans les rues de Tokyo, et on a fait ça partout dans le monde. Où avec mon ami, on avait cette rôle de jouer le papier peint derrière, et on arrêtait des inconnus dans la rue. Et on dessinait en direct pour eux. Donc il y a beaucoup d'espace maintenant NFT qui tourne autour de la communauté. C'était une idée qu'on a eue pour décentraliser, pour faire une installation décentralisée dans la rue. On utilise la technologie d'une manière inattendue. C'était le rêve de quelqu'un qui voulait être un réalisateur célèbre. L'un de nous deux tenait la caméra et l'autre dessinait, en essayant de visualiser ce qu'il nous racontait. Voici une image d'un film que j'ai fait en 2007 qui s'appelle Pixel Sutra. J'aime beaucoup la philosophie bouddhiste. Et là, on travaille le pixel comme le symbole ultime de notre ère, notre époque, sur les idées transcendantales. Le pixel est assez vide en lui-même. Ça pourrait faire partie de toute forme, avoir toute couleur. Il n'y a pas d'attachement à une définition. Donc comme un symbole qui s'y prête. Donc j'explorais ce genre d'idées dans une forme plus narrative, avec des filtres rigolos. J'aime bien explorer la technologie de différentes manières, de beaucoup de manières différentes, théoriques, philosophiques, visuelles. C'est une zine que j'ai fait en 2015 qui s'appelait Organic Cyber Café. Et en gros, je cherchais à ce que le métaverse pourrait être, comment ça va impacter l'humanité. Et comment il pourrait être utilisé pour du bien en éveillant les gens à leur nature fractionnée de conscience dans un avatar, ou ça peut partir sur un espace dystopique où les gens n'arrivent pas à se séparer de ce qui est réel et ce qui est programmé par d'autres gens. Voyons, c'est des expériences GAN de 2020. J'avais un ensemble de données avec des photographies de corps. Ils étaient en trop basse résolution. Donc j'ai travaillé avec des archives de mon grand-père. J'ai pris mes sorties GAN low résolution et je fais des diapos de Marilyn ou de Dali, et j'ai remplacé ces images avec mes outputs GAN pour le rendre un peu tactile. J'essaie toujours d'avoir un côté tactile dans tout ce que je fais. C'était un projet de 2020 qui s'appelle Leafcoin. C'est plutôt conceptuel comme approche à l'idée que les choses ne puissent pas être modifiées dans le blockchain. J'ai pris donc des photographies des feuilles très fragiles que j'ai trouvées, que j'ai peint. Vous pouvez acheter la photo de la feuille et je vous envoie la vraie feuille par courrier qui compose et qui est très fragile. Et donc, la question est quelle est la vraie œuvre, le vrai objet que je vous envoie qui va tomber en morceaux, qui va se désintégrer à travers le temps, ou l'image numérique. Voici des expériences
où je m'intéressais beaucoup à la photographie de quatrième dimension, comme je l'appelle. Ce sont des objets du métaverse. Et j'essaie d'imaginer comment la photographie peut être un objet dans le métaverse. C'était donc une exploration avec le pointillisme et la physique sur le corps, avec des points qu'on peut mettre dans le métaverse et vu en 3 dimensions, alors que la 4e dimension étant le temps. Voici un projet sympathique. Je pensais aux NFT pour lever des fonds pour un film que je voulais faire sur l'œuvre de mon grand-père. J'avais une pièce d'images sur verre, des planches de verre des années 30. Je voulais apporter quelque chose d'inattendu dans le métaverse, comme une plaque de verre des années 30 très fragile. J'allais utiliser les NFT pour lever les fonds pour le film, mais il y a des questions de sécurité et de vente. Donc d'un point de vue juridique, c'est devenu un peu compliqué. Mais ça m'intéresse beaucoup, ce genre de technologie, pour donner un accès aux personnes de vivre, de voir, de pouvoir être en contact avec quelque chose qui est extrêmement fragile à travers cette technologie. Et pour mettre aussi notre héritage sur la blockchain en tant qu'archiviste. J'écris beaucoup d'articles sur ces sujets-là. J'ai un code QR plus tard que je peux vous donner si ça vous intéresse. Mon avant-dernier projet, je pensais au registre analogue pour le mettre en numérique. Donc voilà, ce sont mes fiches, mes dossiers préférés. Et donc, ce qui est analogue, c'est donc l'écriture de mes grands-parents aussi, et je veux donc faire un lien entre ces deux mondes, comment on enregistre les données. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire et je ne vais pas trop prendre de temps. Voilà, voici l'archive Edward Steichen. Vous avez vu hier, on a quelques acheteurs aux ventes aux enchères sur ces images-là. Voici le dernier projet que je vais montrer. C'est un projet de mon grand-père, un autoportrait, et je l'ai mis dans le IA comme point de départ. Donc, c'est une pratique photographique nouvelle, intéressante. On peut aller entre l'image de texte et image. On a une image de départ et puis après, on peut avoir des résultats, des rendus très unis, très originaux. Et j'ai rajouté une autre partie, j'ai rajouté une animation. Je veux passer la parole à Aaron. Merci. Ce serait super de pouvoir faire juste un panel sur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est de la photo. Ça marche pas encore. Je vais partager un projet avec vous que j'ai commencé pour la National Geographic. J'arrive toujours pas à croire qu'ils m'ont laissé faire et merci encore pour cette opportunité. Je travaille sur une mission pour une commande pour eux avec mes corps virtuels, mes appareils virtuels dans des mondes virtuels. C'est un corps que j'ai fabriqué pour le jeu vidéo Fortnite. Et quand je parle de métaverse, il y a des dizaines de milliers de mondes métaverses. Un monde métaverse, c'est un espace dimensionnalisé persistante où il y a des parties sociales associées. Les jeux vidéo existent depuis longtemps. Bien sûr, dans ces mondes, vous ne pourrez pas toujours tenir un appareil photo.
Donc, il fallait que je crée, que je conçois des appareils photo, donc qu'on peut attacher sur le visage. Donc, voilà moi, à la frontière avec mon appareil. Donc, là, c'est encore plus difficile. Donc, j'ai dû changer mon corps pour faire un appareil photo. Avec des... Donc, chaque partie constitue une NFT, donc il y en a 9 au total qui sont sur la plateforme. Et voilà, moi comme un personnage des années 1980 d'un roman, celui-là c'est le plus interopérable. Que j'utilise pour ma commande, je peux aller dans milliers de mondes avec celui-là. Et quand je dis que je prends les photos dans des mondes virtuels, je tiens un appareil. La lumière est sur mon corps virtuel. Je vois une lumière virtuelle sur un paysage virtuel et je l'utilise comme un appareil photo dans la vraie vie. Je peux changer les valeurs d'aperture, d'ouverture. Je peux faire toutes sortes de choses. Ça, Insomnia Space, là, c'est une largeur de 9000 pixels. Parfois, je peux changer la lumière et le temps du monde que je photographie. Voilà, moi en train d'utiliser quelqu'un qui est mangé par un monstre. C'est des vrais moments. Il y a des choses qu'on peut prendre. Je ne savais pas que ce monstre venait manger cette dame. Donc, il se passe des choses qu'on peut photographier. Et les gens qui font des choses dans la vraie vie. Voici, ça pourrait être on pourrait faire toute un plateau. Les gens, ils accouchent dans le métaverse. Ici, il y a une belle histoire. Une femme en France, amoureuse de quelqu'un sur notre continent pendant le pandémie. Ils ont tombé amoureux, ils sont devenus amants. Ils faisaient l'amour dans Second Life. Et quelqu'un a inventé la capacité pour les avatars de devenir enceintes, avoir des ultrasons et tu peux faire durer ta grossesse 9 jours, 9 mois. Je voulais être là pour la naissance de leur enfant et j'ai pu photographier la naissance de cet enfant. Je pourrais faire tout un livre sur les personnes font des cérémonies dans le métaverse. On peut les photographier aussi. C'était au Japon, japonais. Il y avait des feux de camp, des personnes qui rentrent dans les temples bouddhistes, qui font de la méditation, qui dure 1 heure, 2 heures. Et là où le projet là où c'est devenu personnel pour moi et plus intéressant, j'ai découvert qu'il y avait une fin, un bord de la métaverse et que les personnes qui construisaient ont arrêté de construire. Donc c'est la fin d'un chantier que je voulais. Et je voulais chercher les bouts de ces mondes et je commençais à les trouver et les photographier. J'ai commencé à sauter par-dessus. Et maintenant, je saute et j'ai fait plus de 1000 sauts dans le vide. Dans ce monde, tu tombes dans un vide sans fin et qui a un bruit qui pourrait être un peu comme l'intérieur d'un ventre de sa mère. On parle de l'avenir. Il y aura des milliards de dollars qui vont être dépensés. Et donc là, le fait de documenter la fin d'une zone de construction sur laquelle on a dépensé des milliards et des dollars, des trillions de dollars. Là, je ne pouvais pas aller plus loin.
dans ce monde-là. Je pourrais pas sauter. C'est des espaces magnifiques en général, avec une lumière qui tombe sur les corps, sur les objets. C'est fascinant. Une manière le plus fascinant d'explorer avec un appareil photo que j'ai jamais fait de ma vie. Vous pouvez partir en volant et aller en dessous du monde et voir à travers dans le codage, parfois certaines couches sont transparentes. Donc si le sol est transparent, mais les rochers et les arbres ne le sont pas. À l'intérieur d'un volcan, le lave est transparent, mais les rochers non, ou les étincelles. Et vous avez une vue de la programmation du codage. Il y a des frontières qui sont des murs, comme des barrières. Et là, vous pouvez voir le rebar, où ils ont un peu comment dire, vraiment comme un chantier où vous voyez l'acier sans le béton. Il y a peut-être une grande maison suspendue dans les airs qui a coûté $1 million dans cette zone. Et tu peux percer à travers ces murs-là. Il y a toujours une frontière. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à aller au-delà de la géométrie. J'ai parlé avec des programmateurs pour m'emmener plus loin que les utilisateurs, un peu les dieux. Voici un coucher de soleil au-delà de la barrière d'utilisateurs de Minecraft. Personne n'a vu ça. Et quand je vois ces choses-là, c'est les premières fois que ce code a été visualisé par quelqu'un. Voilà la clôture à 30 000 blocs. Ça monte et ça descend dans l'eau à l'infini. Et voilà ce qu'on peut voir de l'autre côté de la clôture où les utilisateurs ne peuvent pas aller. Et vous pouvez voir ce que le code construit. Et si vous voyagez dans cet espace en avançant, dans le distance, on voit le métaverse en train de se construire. Et tu es la première personne à la graine. On voit les tunnels de mines des océans. Check. There we go. In the far distances, as close as you Très can loin, to seeing the birth of a metaverse world. C'est ce que vous pouvez voir le plus proche de la naissance d'un monde en métaverse. Le codeur n'est pas encore allé jusqu'à cet endroit et les utilisateurs ne peuvent pas y accéder. Quelques idées sur la photogrammétrie. C'était le fait de dimensionnaliser la photographie. Les scientifiques, les chercheurs qui étudient les objets, c'est très difficile, c'est très complexe. Il y avait vraiment une texture photographique ici, avec c'est millimétré, c'est très précis. Là, c'est un jarre qui n'a pas été vu dans 1000 ans, ou cet site de peinture rupestre. Il y a des milliers de photographies. On peut utiliser toutes sortes de techniques, des technologies stretch décorrélées avec des luminosités pour voir de l'art rupestre qu'on ne peut pas voir avec nos propres yeux à l'œil nu. Donc là, on parle de photographie, et là, c'est vraiment un outil scientifique. Je trouve que c'est très important. C'est des vieilles photos de 2009 que j'ai prises quand je ne connaissais pas l'existence de la photogrammétrie. J'avais quelques milliers de photos sur la surface d'une montagne faite par l'homme qui est en train de s'effondrer. Et j'ai recréé un monde à part pour recréer ce monde que j'ai vu en 2009. Donc, c'est des objets photographiques. Là, avec 5 000 images, par exemple, et maintenant, c'est un objet. Et c'est la manifestation ultime. Cela serait un monde créé entièrement de photographie. Donc, c'est un monde créé de plus de 30 000 images. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas un photographe, à part mon corps, mon avatar.
Ce sont des photos à travers lesquelles on peut marcher. Des parties de cette montagne qui n'existent plus. Ils ont été enlevés par des orages. On pourrait aller à l'infini avec des travaux sur les travaux en intelligence artificielle, mais arrêtons là pour pouvoir en parler ensemble. Comment on définit la photographie, justement. Thank you, Aaron. That was Merci, Aaron. very interesting and Super intéressant. unusual, très inhabituel pour une foire de photos qui est où l'appareil photo traditionnel est plutôt le focus. Vous venez de ce monde de photographie traditionnelle à travailler avec un appareil photo traditionnel et vous rentrez dans cette nouvelle espace. Quels ont été les défis et comment vous avez commencé à rentrer dans un projet comme celui-ci? C'était très naturel. Quand j'ai vu un Internet en l'espace qui existait d'un petit en National Geographic, notre rôle est d'explorer les frontières, d'aller loin, là où personne n'est allé. Et quand j'ai compris que je pouvais fabriquer des appareils et aller prendre des photos dans des nouvelles dimensions, et pour moi, c'était une évidence. C'était la nouvelle frontière à explorer. Vous avez parlé avec d'autres photographes qui ont fait la même chose ou est-ce que vous êtes dans les premiers? Je pense que les personnes prennent des photos dans les jeux vidéo depuis longtemps. J'avais un autre point de vue peut-être. En Fortnite, il y a des communautés de photographes qui sont très actifs. Donc, c'est pas fou dans ce sens-là. Le fait de le documenter de ma manière, c'est un peu unique. Je regarde le côté de construction et je l'éloigne de le jeu vidéo dans ce sens-là. Our discussion is called the new landscape of photography, where I actually depicted a special title that also refers to. Dans notre discussion, donc j'ai mis un titre. Donc, c'était une exposition d'art donc des années 50, un nouveau paysage d'art donc de Budapest. Et pendant les années 60, il y a eu ce grand mouvement de l'art généré par l'informatique, un manifeste appelé donc la photographie génératrice, créé par Gottfried Jäger et quelques autres artistes. Et en 1975, ils ont publié un livre là-dessus. Un livre dans lequel ils ont fourni un aperçu donc des méthodes photographiques, des technologies, des moyens, des façons d'utiliser une caméra et le papier. Donc, ils ont inclus plus de 150 techniques. Et si je regarde Dark Taxa, cela me rappelle cette approche. Est-ce que vous voyez un certain lien avec votre projet et ce projet des années 60 et puis l'époque des années 60 qui était un moment assez intéressant, non? Le premier homme sur la Lune, les premiers ordinateurs, qu'en dites-vous? Est-ce que vous m'entendez? Hello. Okay, perfect. Très bien. Yes. Definitely, there's a relation between Dark Taxa project and bien évidemment, il y a un lien entre mon projet, la photographie génératrice, parce que je pense que cette photographie, voilà, on travaillait déjà de façon algorithmique dans l'espace analogue.
Mais de mon point de vue, donc le projet Dartaxa s'agit moins de la cartographie, du mapping et de ces techniques, mais il s'agit surtout de la recherche de nouvelles approches et de nouvelles stratégies, de nouvelles images en lien avec notre vie, donc qui new situation for photography and for all of us than it was in the 1980s when I studied. par exemple 2000-2010, la chose la plus difficile, la question était vraiment de comment créer des images qui possèdent, qui peuvent partager plus qu'une image traditionnelle. Donc, est-ce que vous avez déjà vu ou touché un algorithme? Moi, non. Si vous essayez de photographier un algorithme, vous allez avoir du mal. Donc, il a fallu établir de nouvelles stratégies, les imaginer. Et donc, beaucoup d'entre nous, nous avons utilisé ces outils numériques pour aller là où la photographie documentaire n'était pas capable d'y aller. Donc, ce genre de photographie et donc documentaire peut faire énormément de choses, mais voilà. Mais il y a des limites. Voilà, vous ne pouvez pas amener votre appareil photo dans le métavers. Il faut avoir d'autres outils physiques pour ce faire. Donc, en commençant notre projet DataTax, donc on n'avait pas ces outils, donc c'est ça qui est différent en fait. Bon, vous connaissez ou pas peut-être ce livre. Donc, il y a un livre qui date de 1975 et si l'on regarde des techniques qui figuraient dans ce livre, ces techniques n'existent peut-être plus. N'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil. Nous avons toutes sortes de technologies disponibles et c'est une question pour vous trois, en fait. Quelle est la technologie principale, à votre avis, qui va changer ou qui va avoir un impact significatif sur la photographie dans les années à venir? Donc, la technologie principale est vraiment d'en parler, finalement. Aujourd'hui, on commence à... Et même ici, on parle des définitions, de nouvelles définitions. On parle de la photo dans les jeux vidéo. Ce sont des choses qui existent depuis 30 ou 40 ans, depuis qu'on utilise ces ordinateurs. On ne le voit pas et on n'en parle pas souvent. Mais c'est pour cela qu'on utilise le mot d'archéologie. Voilà, il faut ces technologies sont peut-être ensevelies. Est-ce que vous m'entendez? Ce qui m'intrigue, c'est la réalité artificielle et comment cette réalité artificielle sera comme une machine pour voyager dans le temps. Donc voilà, je suis archiviste, donc je pense aux archives. Et je me baladais sur les quais de Seine et je pensais aux photographes. Et il y aura donc une entreprise comme Google Maps qui va faire des scans de toutes les villes et qui vont utiliser les géotags et vous aurez vos lunettes de réalité virtuelle et vous pourriez entrer donc Paris pendant les années 1900. Et vous allez pouvoir voir la ville de Paris à cette époque. Et vous pourriez changer la date à 1960. Et là, voilà, devant vos yeux, vous aurez la ville de Paris pendant les années 60. Donc, je suis très attirée par cette idée du passé dans l'avenir. Et puis ensuite, on va pouvoir mélanger donc cette réalité virtuelle
intelligence artificielle et on va pouvoir arriver à ces périmètres. Donc, l'intersection donc dans la technologie qui est en pleine évolution et toujours en évolution. Voilà, je pense que on va vers l'intelligence artificielle. Donc, combien d'entre vous dans cette salle ont utilisé donc l'intelligence artificielle basée sur le texte? Donc voilà, ceci est disponible au grand public depuis peu et on peut créer des images vraiment vraiment réalistes. Donc, on parle beaucoup de l'intégrité des données. Vous pouvez créer 10 000 images chez vous, voilà, dans votre jardin, en rentrant du texte dans votre ordinateur et ça va complètement bouleverser le paysage de la photographie. Donc, chacune de ces images générées par l'intelligence artificielle est une image qui fait partie d'une image créée par d'autres individus. Donc, c'est un mélange qui a été reconstruit. Yeah. I mean, in a certain way, I think, D'une you know, certaine if we look façon, at stable diffusion or si on regarde là, voilà, la dissémination stable, et toutes sortes de programmes, comme l'invention de l'appareil photo. Cela a permis à tout le monde de prendre des photos, ou presque. En fin de compte, l'artiste, qu'est-ce qui fait qu'une personne devienne une artiste? J'aimerais ajouter quelque chose à cette conversation. De mon point de vue, on parle de toutes ces technologies. Je pense que c'est comparable à 1840, 1850 avec la chimie de la photographie. Nous sommes vraiment au tout début de ce phénomène. Voilà, les traditions pictoriales. Voilà, on va étendre cette notion de photographie traditionnelle. Et on peut dire absolument que c'est une situation dynamique, en pleine évolution. Donc, on a commencé notre projet DataTaxa en 2019. J'ai ajouté 2 outils, donc blockchain, l'intelligence artificielle, et puis texte à l'image, text to image. Donc les possibilités avec cette technologie text to image sont innombrables. Mais voilà, je pense qu'il faut être prêt, ou au moins être volontaire, voilà, afin de comprendre ces outils, parce qu'on va les utiliser demain. Nous sommes donc tous présents à une foire de la photographie et on regarde des photos donc imprimées dans des tirages. Et j'ai grandi dans cette tradition et j'aime ça. Mais si vous regardez les enfants dans leur poussette aujourd'hui, ils ont tous un smartphone. Donc, qui seront les créateurs de demain et qu'est-ce qui sera leur lexique, voilà, le lexique qu'ils utilisent pour créer leur art. Donc, être capable de créer ces images et de faire en sorte que ces images soient vendues, achetées, échangées sur un marché, voilà, ça fait partie de cette révolution et c'est la pandémie qui a mis en marche tout cela. Donc, tout le monde était devant son ordinateur pendant 2 ans, voilà. J'ai commencé avec la crypto-monnaie, j'ai commencé à créer des jetons non fongibles. Donc, j'avais des sets de données et je jouais avec, enfin, afin de créer des images. Je suis fasciné par, les années 60, par exemple. Mais 2019-2020, je pense que Covid était le déclencheur. La Covid nous
nous a permis d'avoir le temps de créer de nouvelles communautés et j'ai l'impression que voilà, on est qu'au tout début de cette révolution. J'aimerais bien être en Inde, voilà, à peindre pieds nus, mais non. Être ici, l'intelligence artificielle est en train de générer des images inattendues, inouïes, jamais vues. Donc ça, c'est à couper le souffle. Donc voilà, quand on a une collection de données, voilà, sur des milliers d'années, pardon, des centaines d'années. Voilà, quand on documente des sites, voilà, les ruines d'Anastasie que vous aviez dans votre photographie. L'intelligence artificielle qui a un an, voilà, n'est pas comparable. Il y a eu des évolutions époustouflantes. Voilà. Vous pouvez utiliser certains objectifs et à l'heure d'ouverture de l'objectif, vous pouvez utiliser des outils photographiques dans une méthodologie basée sur le texte. C'est incroyable et je pense que voilà, c'est quelque chose, l'idée qui n'est pas assez répandue. Et je pense que voilà, des gens peuvent bien sûr créer leur propre style, même dans ce text-to-image. Et c'est ça qui fait de vous un artiste. Voilà, vous trouvez votre propre langage, n'est-ce pas? Je me posais aussi la question par rapport aux NFT. À votre avis, comment les NFT vont rentrer sur la scène de, par exemple, le Paris Photo? Il faut aller voir le stand de Fellowship. Voilà, ils ont fait un travail remarquable. Mais ça commence. Et je pense qu'on va voir avec les NFT, voilà, ça peut créer des communautés. Par exemple, les archives Halsman vendent un tirage, voilà, vendu à un collectionneur européen important. Non, on n'a jamais tellement une relation avec le collectionneur. Mais je pense que les NFT, voilà, on parle d'utilité et de communauté. Voilà. Par exemple, voilà, on a fait un Zoom avec ma mère. Elle parlait de son rencontre avec Dali. Donc voilà, ça rajoute quelque chose. Donc, ma série sur le périmètre, donc certaines NFT vont pouvoir voyager avec moi jusqu'au périmètre et on va pouvoir sauter et l'acheteur va pouvoir sauter avec moi et cela va créer un cycle d'interaction. L'acheteur va pouvoir rentrer dans le travail et faire partie donc de l'œuvre. Ah, le micro est défaillant. Non, ça ne marche plus. Ça y est. Techniquement, c'est faisable. Donc, si vous vendez un tirage, il faut signer un document juridique, un contrat. Oui, c'est un contrat, en effet. Voilà, c'est un accord contractuel qui donne le droit à l'acheteur d'avoir comme un ticket et pour garantir la provenance. Donc, et côté juridique, nous ne sommes pas d'avocats, mais il y a toute cette histoire donc de copyright, de droit d'auteur. Nous avons une panoplie d'outils, mais voilà, par exemple, si on utilise vos photographies, vos photos, cela vous pose problème. Comment va réagir donc le monde de l'art? Est-ce que je peux y répondre? Donc la juridiction, voilà, est à peu près 1 ou 2 siècles en retard par rapport au développement artistique. Ils restent au 19e siècle, où l'œuvre d'art est définie par un artiste subjectif.
or at appropriation art. So Voilà. all of these DIs, as I'm not an expert Je ne suis pas expert, je ne suis pas avocat, mais dans toutes les discussions sur l'intelligence artificielle par rapport à l'auteur, est-ce que je peux vendre une œuvre IA? Voilà, on va devoir attendre des siècles, je pense. Non, il faut faire une bonne mise à jour. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des copies de National Geographic et pendant des heures, voilà, je copiais, voilà, par exemple, des œuvres d'art. Je pense que les artistes ont toujours été inspirés par le passé, et c'est très bien. Et voilà, en tant que gestionnaire d'héritage, il y a un minimum de respect pour l'œuvre d'art dans sa forme originelle, mais si on inclut donc le nom de l'artiste dans le générateur texte-image, pourquoi pas? Donc nous avons toujours étudié les grands maîtres. J'ai essayé de recréer le travail de mon grand-père avec l'IA, Dali qui saute dans l'air, avec 3 chats. Donc voilà, juste pour voir le résultat totalement aléatoire, c'était intéressant pour moi. Je pense que c'est une conversation qui doit être dynamique. Il faut avoir un certain respect pour l'artiste et le passé, et les artistes sont toujours en discussion, en dialogue avec d'autres artistes. Nous sommes faits comme ça, n'est-ce pas? Kind of like something very new that J'ai aussi remarqué artists are transferring the récemment que les artistes transfèrent donc leurs droits de propriété intellectuelle, tous leurs droits. Je vois, par exemple, si on détient les droits pour le CryptoPunk, qu'est-ce que... Pour moi, c'est un peu... Voilà... Le contraire de ce qu'a dit Benjamin. Donc, l'aura a été perdue à travers la multiplication des méthodes photographiques ou la multiplication de méthodes de tirage. Donc, l'aura d'un jeton non fongible devient plus intéressant. Plus l'image est multipliée, plus l'image est utilisée et tweetée et partagée, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est le contraire. C'est vice-versa. Et je trouve que c'est un mouvement assez intéressant. Ça pourrait rendre ces droits d'auteur, le copyright, un peu plus souple. Bon, par exemple, quand la classe moyenne japonaise avait un peu d'argent, donc il y avait des imprimés qu'on créait, et les personnes, les gravures sur bois, non, et les personnes pouvaient les acquérir. Cela a créé une sorte de situation tout à fait nouvelle. Et avec les NFT, je pense qu'avec les projets PFP, il faut l'ouvrir à l'idée d'un CCO. Je pense que voilà, le temps qui nous est imparti, voilà, était bref, malheureusement, mais j'aimerais donner la possibilité au public donc de poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a un micro? Voilà, je vais passer mon micro. Hello, thank you very much. How would you respond to the criticism that an NFT represents the Comment répondre donc à la critique que l'NFT est l'hyperfinanciarisation donc de la culture? Je suis tout à fait d'accord. Donc, oui, voilà, il y a deux façons de voir ça. You need to keep in mind. First of all, NFT is a possibility.
It's something we couldn't do before. So that's one thing. That's good. That's a good thing. I like that. Second thing is that, of course, poussé par le marché, c'est souvent l'hypercapitalisme, le meilleur de l'hypercapitalisme, mais pas toujours. Il y a un de mes élèves a dit le monde des NFT est un peu farouche, un peu sauvage en ce moment, et c'est vrai. Et la contextualisation et comment nous allons mettre cela en marche, ce sont des œuvres de valeur, c'est un travail à faire, il faut mener ce travail-là. C'est une technologie très jeune et nous sommes tous concernés par le fait de lui donner une forme. Les NFT vont révolutionner la philanthropie pour le 21e siècle. C'est comme si on signe un document. C'est une manière d'échanger des données et quand vous faites une collaboration entre un artiste et une œuvre caritative, à chaque fois que c'est revendu, quelque chose sera donné à l'œuvre caritative, c'est formidable. C'est facile à critiquer parce que c'est nouveau, mais il y a tellement de potentiel pour des des applications super. Et avant de le fermer pour beaucoup de raisons pertinentes. C'est comme disant des contrats sont mauvais ou des contrats font des problèmes, génèrent des problèmes. Et je ne l'ai pas dit, mais dans l'imagerie de Salvation Mountain, avec le monde, c'était pour le lever de fonds. Ce sera découpé en NFT et qui va générer des fonds pour préserver, pour la conservation de cette montagne dans le vrai monde. NFT, ce sont des contrats pour l'avarice ou pour le bien. Il y a beaucoup de contrats dans cette pièce pour ça. Et certaines choses qui n'ont pas de sens de l'avoir en tant qu'NFT. Personne ici va acheter des impressions de moi en train de sauter dans l'univers métaverse. Mais c'est quelque chose qui aime les impressions numériques, si on peut dire. Ça a beaucoup de sens. C'est un échange très rapide. C'est facile à montrer. Et ça a un sens de montrer des œuvres du métaverse créé dans le métaverse, dans un monde de métaverse. Bonjour, merci pour vos commentaires. J'ai une question pour vous trois. Toutes vos œuvres d'art jouent avec le vrai monde physique et les mondes représentés. Ça pourrait être quelque chose d'impression en 3D, votre feuille, pièce en feuille, où est la valeur, et Aaron, vous faites la photographie dans un monde virtuel. À vos avis, pourquoi c'est si difficile pour les gens à comprendre cette chevauchement? Il y a beaucoup d'images de la Joconde, par exemple. Ça ne réduit pas la valeur de la Joconde. Pourquoi c'est si difficile pour les personnes d'accepter qu'on vit, on expérimente, on est en contact avec ces œuvres en ligne, de manière numérique? Très bonne question. C'est difficile à comprendre. Mais il y a une 100% différence entre la Joconde devant vous en tant qu'objet ou si vous avez une image de la Joconde en photo ou sur Instagram. L'un, c'est la Joconde et l'autre, c'est un modèle de communication de la Joconde. L'un, c'est une œuvre d'art. L'autre ne l'est pas. C'est très difficile à garder ça en tête parce que nous sommes entourés par des images. Également, une image numérique peut être un original aussi. C'est très important de mon point de vue. C'est ce que je dis à mes élèves. Où est-ce que vous êtes? C'est une image de quelque chose ou est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est
Le projet d'Artaxa et beaucoup des œuvres qui sont créées dans ce contexte reflètent cela. C'est une expérience nouvelle où on passe du physique, du réel, matériel, à quelque chose qui est virtuel, immatériel, à travers un écran. On a cette expérience tous les jours, mais dans les années 80, c'était tout analogue et c'est tout nouveau. Il faut apprendre à le gérer, très vite. C'est une éducation, c'est comme une question de pédagogie. Si j'essaie d'expliquer des choses comme ça à ma mère, elle a une autre expérience dans sa jeunesse et ça va, c'est pas grave. C'est une nouvelle technologie. Nous essayons de les comprendre en le créant. En tant qu'artiste, on dit regarde ces trucs bizarres, regarde ça, et on prend cet esprit approche créative. Et on fait avec. Il y a 20 ans, on devait voir la première réalisation de ce genre. Et quand on le voit dans une chronologie avec du recul, ça prend sens, ça a son sens. Mais quand on est dans le moment, on est vraiment sur des technologies naissantes et c'est vraiment tout neuf. Pour finir, je trouve que beaucoup de ça, ça fait partie de ce qui est numérique, c'est mauvais, et ce qui est physique est bon. Les gens sont très déçus par rapport à moi parce qu'ils pensent que je montre. Ils prennent ça comme ce que je montre de numérique et de virtuel. Ils ont l'impression que je veux qu'ils remplacent le vrai monde par ça. Il y a une vraie peur que tout devienne artificiel et tout devienne numérique et virtuel. On voit beaucoup de symboles et d'art numérique et ils ont peur, qui font peur aux gens qui pensent que ça va envahir leur vie et remplacer le réel. Merci. Une dernière phrase. Ce que tu viens de dire, Aaron, sur cette peur de remplacer le monde réel avec du numérique, il ne faut pas avoir peur du monde numérique. Il faut avoir peur de perdre le monde analogue parce qu'on l'a simulé dans le métaverse. Ce qu'on va faire en 50 à 100 ans, quand on aura détruit notre planète, le métaverse sera tout ce qui reste. Et ça, c'est dystopique. Ça, c'est apocalyptique. C'est tout un autre panel. On finit sur une note dystopique. All right, well, let's think positive. Je crois qu'il faut une pensée positive pour l'avenir. Pour finir, merci beaucoup à nos intervenants. Nous allons rester sur place. Si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci de votre attention.